Bienvenue, 2010, c'est incontestablement l'année de l'Afrique. Une partie du continent célèbre les 50 ans de son indépendance et surtout, pour la première fois, la Coupe du monde de football a été attribuée à un pays africain, l'Afrique du Sud. L'enjeu est historique et c'est tout le continent qui espère tirer profit de l'événement. Pour cette occasion, je vous propose une émission spéciale autour du ballon rond, de l'Afrique et de l'Afrique du Sud en particulier. Beaucoup de rencontres au programme et on commence par une analyse géopolitique de cet événement sportif. Direction l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, pour un entretien avec son directeur, Pascal Boniface. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Alors au-delà de la compétition, de la performance, du jeu d'équipe, le sport ça a aussi bien sûr un enjeu géopolitique, ça c'est votre spécialité, vous êtes à la fois géopolitologue et spécialiste du foot, vous publiez d'ailleurs la Coupe du Monde dans tous ses états. Alors là c'est la première Coupe du Monde africaine, c'est un enjeu important ? Oui, c'est un rendez-vous important, pas tellement sur le plan économique, il n'y aura pas beaucoup de retombées économiques directes de la Coupe du Monde, mais c'est un moment important en termes d'image. En recevant la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud et au-delà, tout le continent africain montre bien qu'ils sont à la hauteur de l'événement, que les infrastructures, les hôtels, les télécommunications, les moyens de transport sont également à l'heure. Et puis se posera également, dans le cas spécifique de l'Afrique du Sud, la question de la sécurité. Oui, c'est ça que j'allais vous demander, parce qu'on a tous en tête, bien sûr, le problème au moment de la Coupe d'Afrique des Nations et le bus de joueurs togolais. C'est deux événements différents. Pour la Coupe d'Afrique des Nations en Angola, c'était un mouvement armé qui a profité de l'exposition médiatique de cette compétition pour faire valoir de façon violente et terroriste ses revendications. Il n'y a pas de mouvement armé en Afrique du Sud. Ce que l'on craint plutôt, c'est la violence quotidienne. Si tout cela est réussi, eh bien, l'Afrique du Sud pourra dire au reste du monde, voyez, nous avons réussi le pari, donc vous pouvez venir en tourisme. La Coupe du Monde, c'est une vitrine. C'est une vitrine et en même temps c'est une caisse de résonance mondiale et il n'y a pas quand même un risque terroriste? Al-Qaïda ne risque pas d'avoir envie de s'inviter dans cet événement? Bien sûr, mais c'est vrai également à Londres, c'est vrai dans tout pays. N'oublions pas qu'au JO d'Athènes en 2004, la délégation la plus importante est celle de l'OTAN, puisque l'OTAN est venue sécuriser les Jeux Olympiques. Donc effectivement, dès qu'un événement est visible, il est en même temps fragile, et ça sera la règle pour toutes les compétitions à venir. Est-ce que le foot, et plus largement le sport, mais en particulier le foot, permet à certains pays d'obtenir une place qu'ils n'ont pas sur la scène diplomatique? À tous. À tous, chacun veut exister. Alors bien sûr, on peut dire que les États-Unis sont moins importants dans le football que sur la scène internationale et qu'à l'inverse, le Brésil, qui est pourtant un pays émergent, est une hyperpuissance en termes de football. Mais au moment de la compétition, eh bien, il y a 32 pays qui vont être au centre du monde. À commencer par la Corée du Nord, qui a une qualification historique. Ça permet de parler de Pyongyang d'une autre façon que du nucléaire pour une fois? Oui, effectivement. C'est la deuxième participation de la Corée du Nord à la Coupe du Monde. La première a été une grande surprise en 1966 en Angleterre, où d'ailleurs l'équipe s'était bien comportée. Mais il faudra voir comment la Corée du Nord va vivre l'événement, comment les Nord-Coréens vont montrer la compétition. Ça sera une ouverture malgré tout pour un pays qui est un pays ermite, qui est un pays tout à fait fermé sur lui-même. Ouais, ils vont avoir conscience de l'extérieur et donc ça va être assez amusant de voir comment la télévision nord-coréenne va montrer la compétition et la participation de son équipe. Est-ce que l'analyse du jeu d'une équipe nationale permet de comprendre quelques clés diplomatiques? Oui, mais de moins en moins parce qu'il y a une mondialisation. Auparavant, chaque équipe avait son jeu propre. On parlait d'un football germanique très rigoureux, très organisé, à l'image. On pouvait dire que le football était à l'image du pays. Et donc, il y avait les qualités athlétiques un peu rudes des Anglais. On parlait du football champagne français et bien sûr du football samba brésilien et d'un football généreux de l'Afrique. Maintenant, avec la mondialisation, chacun regarde un peu l'autre. Et chacun s'inspire de l'autre et donc il y a un mélange des genres. Alors, quelles sont les rivalités politiques que l'on risque de retrouver sur le terrain là, pour cette Coupe du Monde? Il n'y a pas trop, on aurait pu espérer un match Corée du Nord, Corée du Sud ou un match Corée du Nord, États-Unis. L'Iran n'est pas qualifié. On n'a pas, malheureusement, un bon Angleterre-Argentine qui réveille des souvenirs à la fois géopolitiques et footballistiques. Et peut-être que par la suite de la compétition, la suite du tableau le montrera. Mais là, effectivement, il n'y a pas de match qui rappelle de soi-même ce type de souvenir au premier tour. Mais est-ce que le sport peut devancer parfois la diplomatie, en tout cas la servir? La servir, la devancer. Par exemple, du temps de l'Union soviétique, on disait l'URSS c'est monolithique, il n'y a pas de rivalité. C'est finalement dans les clubs, entre les rivalités entre les clubs georgiens, ukrainiens et russes,
que l'on voyait que finalement l'homo soviéticus n'était pas aussi soviéticus que cela. Plus récemment, on a vu que le match justement de qualification pour la Coupe du Monde, aucune des équipes n'y participe, mais entre la Turquie et l'Arménie, a permis au président arménien d'inviter son homologue turc. Donc le match de football a servi de prétexte pour opérer un rapprochement diplomatique dont les deux pays pensaient qu'il était mûr, mais qui suscitait des réserves dans chacun des deux pays. Est-ce qu'à votre avis, un match peut conduire à une guerre? Est-ce que ça s'est déjà produit? Alors on rappelle toujours l'exemple de la guerre dite du football de 69 qui a opposé le Salvador au Honduras après un match qualificatif pour la Coupe du Monde qui en plus se déroulait dans le Mexique, chez le Mexique voisin. Il y avait des tensions agraires, des tensions foncières, des tensions migratoires entre ces deux pays. Et le match de football a été effectivement l'étincelle, le baril de poudre existait déjà. Parce que le football, c'est un catalyseur du patriotisme, du nationalisme, ça exacerbe les passions? Oui, mais pas de façon aussi agressive que le disent certains. Il y a parfois des hymnes nationaux sifflés, des affrontements entre supporters. Oui, mais c'est l'exception. C'est comme il y a les trains qui déraillent, comme il y a les accidents de voitures, etc. Donc il faut lutter contre cela, mais c'est vraiment l'écume par rapport à l'océan. Ce que l'on peut dire par contre, c'est que le football ranime un peu, mais au sens positif, l'identité nationale. Lorsque l'équipe nationale joue, il n'y a plus de différences sociales, ethniques, religieuses, culturelles. La plupart des nationaux soutiennent l'équipe nationale. Et on peut dire que l'équipe nationale de football est une sorte d'ambassadrice itinérante et multicarte parce que l'équipe de football fait beaucoup pour faire connaître un pays. Merci beaucoup Pascal Boniface. Pas beaucoup d'enjeux économiques, vous nous disiez tout à l'heure, mais malgré tout l'Afrique du Sud et les pays africains voisins espèrent bien tout de même profiter des retombées économiques de cet événement sportif. C'est un sujet de Paul Bouffard. Faire venir la Coupe du Monde sur le continent noir, les objectifs de la FIFA sont clairs. Rendre hommage au football africain et doper l'économie de l'Afrique du Sud. Le gouvernement a déjà investi près de 3,7 milliards d'euros dans ses infrastructures sportives. 10 stades neufs ou rénovés, 60 000 créations d'emplois espérées. L'événement devrait injecter plus de 750 millions d'euros dans l'économie du pays. Et selon les Nations Unies, l'Afrique du Sud pourrait connaître une croissance de 3,1% cette année. Grand gagnant de l'opération, le tourisme, package spécial Coupe du Monde, logement, transport et match. La première puissance économique du continent prévoit d'accueillir plus de 300 000 visiteurs. Et les pays voisins comptent bien profiter de l'effet Coupe du Monde. La Zambie, parmi d'autres, a augmenté son parc hôtelier pour répondre à l'affluence. Mais la réalité rattrape le sport. Extension du sida, insécurité, 40% de la population active est au chômage. La Coupe du Monde ne réglera pas tous les maux du pays. Bonjour Anthony. Bonjour Caroline. Chef des informations à Courrier International. Alors effectivement, les retombées économiques vont pas forcément profiter aux Africains eux-mêmes. Non. D'ailleurs, c'est ce qu'explique un article de The Observer dans ce merveilleux hors-série dont vous avez l'exclusivité, vous savez, parce qu'il ne sortira que le 26 mai, c'est-à-dire une semaine après la diffusion de cette émission. Effectivement, cet article montre bien que, par exemple, dans ce stade, qui est le stade de Nelspruit, qui est un peu cette région, on va dire à une centaine de kilomètres du Mozambique, qui a priori devait être développée par la construction d'un stade. C'est pas le plus grand des stades, c'est même le plus petit, 47 000 places. Mais bon, c'est un stade neuf, on pensait effectivement que les infrastructures allaient se développer avec, les routes, peut-être les aéroports, et les emplois. Alors, les emplois, il y en a eu effectivement, mais enfin bon, ils vont s'arrêter avec la fin de la construction du stade. Et surtout, il y a autour de ce stade des milliers de personnes qui habitent et qui vont pratiquement n'avoir de la lumière que pendant le mois que va durer la compétition. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout l'argent a été dépensé dans le stade lui-même, éventuellement dans quelques routes pour y conduire, éventuellement dans l'aéroport pour mener les joueurs là, et puis terminé, point barre. Il n'y a pas eu de projet de développement, ni même de construction d'écoles, ni éventuellement d'électrification, ce qu'attendait quand même la population depuis fort longtemps. Et puis évidemment, des dizaines de cas de corruption, même de meurtres, qui ont été commis parce que certains ont voulu dénoncer ces problèmes de corruption. Bref, toutes les plaies de l'Afrique qui se sont concentrées sur ces quelques années, sur ces milliards de dollars dépensés dans ces stades. Ce que raconte cet article en long, en fait, était qu'effectivement, les derniers en avoir profité, c'était bien la population locale. Elle-même. Merci Anthony pour cet à vous. éclairage. Le foot, en tout cas, c'est un thème qui inspire les écrivains africains. Un recueil de nouvelles autour du foot et de l'Afrique est publié chez Jean-Claude Lattès. Parmi les auteurs, Anouar Ben Malek, un auteur algérien. Son texte s'intitule Le Penalty. Rencontre.
Bonjour Anouar Benmalek. Bonjour. Alors toutes les nouvelles du recueil Enfants de la balle traitent bien sûr du football et de l'Afrique. Alors la vôtre, le penalty se déroule pendant un match, mais ça traite aussi et surtout d'un attentat suicide. Quel est le message principal que vous vouliez faire passer? Il n'y a pas vraiment de message, mais en même temps, moi j'ai toujours été étonné de l'ambivalence en fait du sport dans des pays comme l'Algérie, enfin comme la plupart des pays d'Afrique. Les stades sont les seuls lieux d'expression en fait publique, en gros, dans nos pays. Et ça peut être, donc vous pouvez à la fois voir quelque chose de très festif et ne pas oublier que c'est par exemple dans les stades algériens qu'il y a eu les très grands meetings des islamistes au début en fait de ce qui allait devenir la guerre civile, plutôt la guerre contre les civils dans les années 90. Le sport est quelque chose qui est souvent incompréhensible. Savez-vous par exemple qu'en Algérie actuellement, lorsqu'il y a un stade et lorsqu'il y a un match, à la télévision, la diffusion du match est interrompue pour montrer les heures de prière. Ça n'a pas eu lieu pendant les derniers matchs de qualification de l'Algérie. Il y a eu une espèce d'accord national entre tous les bords, islamistes, fanatiques, non fanatiques, etc., pour dire que bon, cette fois-ci, on peut se passer de la prière afin de regarder le match. Et on m'a d'ailleurs raconté, après donc, la qualification d'Algérie, l'espèce d'union nationale où tout le monde pratiquement s'embrassait dans la rue, les gens étaient contents, etc., dans un pays qui reste encore très marqué par les derniers événements, etc. Mais tout ça, évidemment, c'est la folie du football, parce qu'on sait bien que ça, ce n'est que passager, et que pendant que ces fêtes-là se déroulaient, il y avait aussi, par exemple, entre l'Algérie et l'Égypte, il y a eu la naissance d'un espèce de nationalisme des deux côtés, de très mauvais augure, à tel point que je suis sûr que s'il y avait eu des frontières communes entre l'Égypte et l'Algérie, il y aurait peut-être eu la guerre. Et je n'exagère pas, je veux dire. À cause du sport. À cause du sport. Alors le terrorisme, puisque c'est le sujet principal de votre nouvelle, il est présent en Afrique bien sûr, on en a parlé en Somalie, au Yémen récemment, au Maghreb, avec la branche maghrébine d'Al-Qaïda. Est-ce que c'est l'un des dangers principaux qui guettent le continent? Pour moi, le danger principal, la raison principale du mal-être de l'Afrique, c'est d'abord la mauvaise gouvernance, l'intolérance, le fait de s'enfermer dans le refus de l'autre. Le terrorisme n'est qu'une des conséquences de cette attitude-là. L'Algérie, comme beaucoup d'autres pays, je dirais, a accepté une espèce de mainmise des islamistes sur les esprits. Et donc voilà, on n'est pas encore sorti de l'auberge, je veux dire. Et c'est une menace, vous pensez, pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud précisément, le terrorisme? C'est une occasion tellement formidable, une caisse de résonance tellement extraordinaire, dans un pays qui peut-être est lui-même, dans un pays qui est lui-même travaillé par la violence. Oui, c'est un des pays les plus dangereux au monde. Croisons les doigts, parce que là, si quelqu'un veut avoir un retentissement mondial, c'est là-bas qu'il le ferait. Vous allez suivre la Coupe du Monde? Ah, bien entendu. L'Algérie... Il y a deux pays, évidemment, que je vais soutenir. Il y a l'Algérie et la France. Et bien, s'ils se rencontraient, je pense que je les soutiendrai les deux. Et surtout que ça fait partie des matchs France-Algérie qui sont à risque. On a vu des tensions, hein, des hymnes nationaux sifflés, enfin il se passe des choses dans les stades quand il y a des rencontres comme ça, politiquement symboliques. Vous savez, l'imbécilité est la chose la mieux partagée. Mais est-ce qu'il peut y avoir un enjeu politique à un match de foot? En Algérie, par exemple, les présidents algériens ont souvent peur d'aller dans les stades lors des finales de Coupe du Monde, etc. Parce qu'en général, ça se transforme en une espèce de concert de sifflets anti-gouvernementaux. Alors l'Afrique, c'est un continent qui donne beaucoup au football. Est-ce que le sport apporte au continent à l'inverse, selon vous? Le sport maintenant est un tel enjeu financier. Le retour sur investissement, je veux dire, le retour vers l'Afrique ne se fait guère pas, je veux dire, ne se fait pas en fait. Il va y avoir de telles dépenses
Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Je ne sais pas. Je me rappelle de l'Algérie où énormément de choses ont été construites et qui se sont délabrées ensuite. Peut-être que l'Afrique du Sud avait d'autres enjeux, d'autres priorités plutôt. Merci beaucoup, Anouar Ben Malek. C'est moi qui vous remercie. Et c'est donc l'Afrique du Sud qui accueille la Coupe du Monde de football 2010. Un choix historique. La Fédération internationale de football a voulu envoyer un message au continent noir qui donne beaucoup à ce sport. Mais le pays sera-t-il à la hauteur de l'enjeu? C'est le sujet de notre dossier. Et pour en parler, deux invités. Marianne Séverin, bonjour. Vous êtes politologue, chercheuse au Centre d'études d'Afrique noire de Sciences Po Bordeaux et spécialiste de l'Afrique du Sud. En face de vous, Antoine Glaser, rédacteur en chef de la Lettre du Continent. Et je vous propose tous les deux de commencer par écouter le décryptage de la photo de la semaine, décryptage par Mireille Lemaresquier, chef du service Monde de France Info. Eh bien, c'est la photo de l'Afrique du Sud à Buckingham Palace. On voit Jacob Zuma, qui est le président de la République d'Afrique du Sud, aux côtés de la reine Elisabeth, celle-ci montrant au président sud-africain un jeu d'échecs sud-africain que lui a offert Nelson Mandela. C'est la nouvelle Afrique du Sud, celle qui est issue de l'abolition de l'apartheid il y a 19 ans, qui est devenue une puissance sur la scène internationale. Elle est aujourd'hui membre du G20. Elle est l'un des candidats au poste de membre permanent du Conseil de sécurité. Elle joue les médiateurs sur le continent africain dans certains conflits. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas aussi au Darfour. Et elle veut être aussi le porte-parole des pays du Sud. C'est en quelque sorte le pays qui a pris la succession de leaders des non-alignés. Donc une position extrêmement forte en Afrique, mais aussi dans le monde, sur la scène internationale. Mais également une puissance économique redoutable parce qu'elle a tous les minerais. Elle est au premier rang mondial pour l'or, pour le titane, pour le platine. Il y a les diamants, bien sûr. Donc une puissance économique importante, mais avec cependant de gros problèmes. Une pénurie d'électricité, des problèmes d'infrastructure. Tout ceci va être relancé, semble-t-il, avec le mondial. Mais il y a aussi des problèmes intérieurs importants, même si ce pays est un modèle pour l'Afrique. Il y a la violence, 20 000 meurtres par an, et puis beaucoup de sida, avec 20% des 15-49 ans qui sont séropositifs. Voilà, alors on va revenir en détail sur ces enjeux intérieurs à l'Afrique du Sud. Question préliminaire à tous les deux, est-ce que l'Afrique du Sud est prête à accueillir la Coupe du Monde, à votre avis? Bien sûr. Le président Zuma l'a annoncé. Et il y a même un parlementaire allemand qui a expliqué que la sécurité était bien assurée pour le mondial, contrairement à ce que les Britanniques auraient tendance à lancer comme publicité négative. Antoine Glaser. Oui, disons, bien sûr, ils sont tout à fait en mesure et capables. À part ça, c'est vrai qu'on va voir dans quelles conditions cette Coupe du Monde se passe. A priori, c'est vrai qu'il y a quand même, il n'y a pas des inquiétudes sur le plan du terrorisme. Il y a surtout des inquiétudes au niveau... Pas plus qu'ailleurs, quoi, c'est ça. Pas plus qu'ailleurs, simplement. Bon, tout le monde sait que l'Afrique du Sud est un pays où il y a une très grande insécurité. 50 donc on risque bien plus de se faire tirer son portefeuille que qu'il y ait un attentat. Je veux dire, c'est vrai que le seul vrai risque de cette Coupe du Monde, ça veut dire que le risque, c'est d'une bunkérisation. Ça veut dire qu'autour des stades, tout soit bunkérisé et ça soit peut-être pas la grande fête du continent africain, de la grande fête du football africain qu'on peut attendre. Ça soit vraiment assez verrouillé. D'abord, il y a énormément d'Africains qui vont pas pouvoir assister de l'ensemble du continent. Plus de Sud-Africains sans doute qu'on aurait pu l'imaginer au départ. Mais je veux dire, c'est un pays, bien évidemment, c'est toute la communauté internationale qui va faire en sorte que ça se déroule dans de bonnes conditions sécuritaires. Mais à part ça, je veux dire, c'est un enjeu. C'est pas fait. C'est un véritable enjeu, non seulement sécuritaire, mais financier aussi pour ce pays. Alors il y a d'ailleurs beaucoup de boîtes de sécurité privées qui investissent l'événement. Et il y a même sur Internet une entreprise qui vend des gilets par couteau. C'est dire l'ambiance qu'on attend pour ces matchs. Mais alors si on fait un état des lieux, un bilan de l'Afrique du Sud à l'heure du mondial, le point noir, bon, on a parlé de la sécurité. Est-ce que les tensions raciales donnent une menace de guerre interethnique? Il faut essayer d'éviter d'être parano au sujet de cette soi-disant tension raciale. Alors je comprends bien que vous parliez de tension raciale après ce qui s'est passé début avril avec le meurtre de Eugène Terre-Blanche, mais Eugène Terre-Blanche était un extrémiste et je vois mal l'Afrique du Sud s'embraser pour quelqu'un comme Eugène Terre-Blanche. C'est vrai qu'on dit que c'est un événement qui a ravivé un peu les tensions. Oui, mais c'est pas un événement politique, c'est simplement quelqu'un qui avait l'habitude de ne pas payer ses ouvriers noirs, de mal les traiter, puis
Malheureusement pour lui, ça c'est mal terminé. Il y a le souci aussi de l'autre côté de l'ANC, parce qu'il ne faut pas voir que du côté des Afrikaners. Nous avons un certain Julius Malema qui passe son temps à vociférer, parce que je ne peux pas utiliser un autre terme, mais il n'est pas plus dangereux que Jeanne Terre Blanche, quoi. De toute façon, en ce moment, je crois qu'il doit passer en conseil de discipline auprès de la direction de l'ANC, et on lui demande justement de se calmer parce qu'il jette l'opprobre sur le gouvernement et le parti majoritaire. Donc vous relativisez les tensions raciales. Vous avez la même position, Tom Glaser ? Oui, absolument. C'est-à-dire, il faut comprendre d'abord d'où vient l'Afrique du Sud. Je veux dire, c'était les Blancs qui étaient au pouvoir dans ce pays. Vous avez 50 millions d'habitants, 90% qui sont des Noirs, et à peu près 10 à 15% sont des Blancs ou des métis. Donc il faut comprendre aussi qu'on est dans une situation tout à fait nouvelle. Je veux dire, c'est déjà extraordinaire. Vous savez, il y a beaucoup de confrères qui imaginaient que ce pays allait complètement imploser. Donc il faut voir où est-ce qu'ils étaient, où est-ce qu'ils en sont actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème, il y a une sorte de course de vitesse. Quand on dit que c'est un pays dual, c'est pas des histoires. En même temps, vous avez vu Mireille Lemaresquier qui a expliqué, la chef du service étranger de France Info, à quel point ce pays était hyper développé. Il devait participer même à l'A400M au niveau aviation. Ça veut dire il y a des techniques de défense extraordinaires, et en même temps, il y a un problème réel dans les townships. Il y a quand même la majorité de la population où il y a des problèmes majeurs de santé, d'éducation. Oui. Il y a cette course de vitesse entre un pays qui paraît extrêmement développé, qui est extraordinaire par rapport à l'ensemble du continent africain, et en même temps une paupérisation. En même temps, c'est un pays phare. En même temps, franchement, les Sud-Africains, sauf récemment avec Jacob Zuma, mais jusqu'à présent, il est resté assez bunkérisé finalement par rapport à leurs propres problèmes. Maintenant, je veux dire, une fois qu'on a compris ça, on a compris que, bien sûr, il y a une tension raciale, bien sûr que le pays arc-en-ciel ressemble plus au black and white que réellement un pays extraordinaire de Nelson Mandela. Mais c'est un pays réel maintenant. Alors que quand Nelson Mandela est sorti de prison, il y avait une sorte d'euphorie, qui est un peu retombée. Oui. Vous dites d'ailleurs, vous, que c'est un État adolescent pour le moment encore. Oui, c'est un État adolescent. C'est un État qui grandit tout doucement. Il a finalement que 16 ans. Donc à 16 ans, on est encore un adolescent. Il faut éviter de comparer l'Afrique du Sud à nos vieilles démocraties au sens noble du terme. Oui. Donc, mais malgré tout, les inégalités sociales, c'est quelque chose qui se creuse. Oui, ça se creuse et... Entre guillemets, c'est obligatoire. Vous partez de 50 ans d'apartheid avec des discriminations raciales et sociales. Et forcément, qu'en 2010, vous allez les retrouver. Et la crise économique passant par là, ça n'a fait qu'aggraver les choses. Oui, l'Afrique du Sud n'a pas échappé à la crise économique. L'Afrique du Sud n'a pas échappé. Croissance négative pour la première fois en 2009. Oui, mais qui va remonter normalement 2010-2011 à 3-4%. De quoi dépend l'économie sud-africaine principalement ? Des minerais, comme l'a dit la journaliste Mireille Lemaresquier de France Info. Donc de l'or, des pierres précieuses, etc. Et donc des cours aussi. C'est le seul pays du continent où il y a une centrale nucléaire. Pour l'énergie électrique, ils ont des problèmes d'énergie électrique extrêmement importants. Mais je veux dire, c'est un pays vraiment développé par rapport à l'ensemble du continent africain. Mais encore une fois, par exemple, tous les problèmes d'agriculture et les problèmes surtout de foncier, ça veut dire les Noirs sud-africains n'ont pas la capacité d'acheter les terres. Et l'essentiel des terres sont encore aux mains de fermiers blancs. Alors l'État veut investir, mettre 10 milliards de dollars, mais même s'ils mettent 10 milliards de dollars, ils permettent aux Africains noirs d'accéder aux terres, ça ne veut pas dire qu'ils vont être capables de les gérer, de les exploiter. Donc il y a une course de vitesse. C'est vrai qu'il y a à peu près 1 million et demi de blancs sud-africains qui ont quitté le pays. Il y a des réalités qui font qu'il y a vraiment une course de vitesse. Ils ont besoin de garder des blancs sud-africains parce qu'ils considèrent que c'est leur pays et c'est leur pays qui sont capables de gérer. Mais je veux dire, en même temps, c'est vrai que pour Jacob Zuma, c'est un vrai problème. Et on a essayé de créer une classe moyenne, une bourgeoisie noire sud-africaine qui s'appelle par un système de black employment, employé en priorité des Noirs. Mais la plupart du temps, ces mêmes blacks sont comme tout le monde. Ça veut dire ils s'enrichissent et un certain nombre, et l'African National Congress, le parti qui est une forme de parti unique quand même, et bien évidemment qu'il y a des types, une fois qu'ils sont installés, c'est d'abord le portefeuille. Donc il ne faut pas non plus rêver comme ça de Noirs, d'une classe moyenne bourgeoise extraordinaire,
vertueuse. Mais sûr que non, les types ils sont là, il va y avoir des problèmes entre noirs maintenant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a une certaine désillusion, d'ailleurs, un an après à peu près l'accession au pouvoir de Jacob Zuma, où c'était quand même un gouvernement ouvert, avec toutes les tendances, une mixité raciale, puisqu'il y a même un blanc au gouvernement. Oui. Et là, aujourd'hui, la grogne sociale qui monte, les grèves qui se multiplient. Est-ce qu'il y a une désillusion? Il y a une désillusion et également un chantage fait par le syndicat majoritaire qui s'appelle le COSATU, qui veut absolument que le gouvernement de Jacob Zuma et le parti majoritaire, donc l'ANC, vire à gauche. Mais il faut comprendre aussi que Jacob Zuma est pris entre le marteau et l'enclume parce qu'il faut également qu'il rassure les investisseurs et en même temps qu'il essaye de rassurer sa base électorale. Donc il est assez difficile pour lui à la fois de virer à gauche et en même temps de passer un peu trop à Et c'est qui les investisseurs? Sont des investisseurs nationaux ou internationaux? Nationaux, mais également les investisseurs étrangers. Qui peuvent affluer encore plus avec la Coupe du Monde? Eh bien, c'est pour ça d'ailleurs que Jacob Zuma est allé à Londres avec 200 hommes d'affaires sud-africains. Et en même temps, il a besoin de laisser Julius Malema, qui est le chef de la jeunesse de l'ANC, de temps en temps tenir des propos extrêmement racistes et extrêmement contre les Blancs, reprenant des chants pour tuer tous les Boers, les Blancs d'Afrique du Sud. C'est une sorte de soupape de sûreté d'une cocotte minute qu'est l'Afrique du Sud. Et c'est vrai qu'il jongle avec dans ces deux domaines. Ça veut dire en même temps un président populiste et autres, et puis un président businessman avec Trevor Manuel, qui est le ministre de l'économie et des finances, et qui est le blanc du gouvernement. Oui. Alors, Myriel Mareski le rappelait, il y a aussi le sida, évidemment, hein, qui est très associé à l'image de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez que la Coupe du Monde peut changer l'image mondiale de ce pays? Moi, je pense que oui. Puis il faut rappeler aussi que depuis peu, le président Zuma a mené une grande politique de lutte contre... De prévention. Contrairement à son prédécesseur, Thabo Mbeki, qui niait l'affaire. Exactement. Donc je pense qu'avec la Coupe du Monde, on va avoir une image autre de l'Afrique du Sud que celle qu'on a tendance à C'est quand même le pays le plus contaminé au monde. Exactement. Et c'est vrai que c'est épouvantable. Enfin, il faut le dire, il y a l'espérance de vie n'est pas plus de 50 ans. La plupart des types entre 2005-2010, toute cette génération-là, ils savent pas s'ils vont vivre après 40 ans. Je veux dire, c'est meurtrier dans ce pays. Mais en même temps, encore une fois, c'est un pays hyper industrialisé par rapport à l'ensemble du continent. Mais la Coupe du Monde en Afrique du Sud, c'est aussi pour l'ensemble du continent africain extrêmement important. Vous savez, quand Barack Obama est arrivé à la présidence à la Maison-Blanche, vous avez l'ensemble des Noirs du continent qui chantaient l'un des nôtres et sur le toit du monde. Mais je veux dire, pour eux, il faut comprendre aussi, c'est le même phénomène. Mais bien sûr, ils savent bien que c'est pas pour ça que demain, ça va complètement changer pour eux. Mais ça va être une sorte de fierté. Et ça, c'est extrêmement important. Je vous dis, pour moi, le seul problème, ça risque d'être bunkérisé et pas être la fête qu'on peut imaginer. Mais bon, au-delà de ça, il n'y a pas de raison que ça se déroule plus mal que sur d'autres continents. Et nouveau porte-parole des pays non alignés, disait Myriel Mareski, vous pensez que l'Afrique du Sud peut tirer l'ensemble du continent? A priori, oui, mais pour l'instant, je pense que Jacob Zuma se concentre sur ses problèmes intérieurs. C'est suffisamment important, d'ailleurs. Oui, voilà, et il n'est pas comme Thabo Mbeki qui nous parlait de sa renaissance africaine. Donc, il doit d'abord s'occuper de l'Afrique du Sud, parce que les Sud-Africains noirs, en particulier, ont beaucoup reproché à Thabo Mbeki de ne s'occuper que des problèmes extérieurs. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission, mais vous pouvez la retrouver bien sûr comme d'habitude en intégralité sur notre site internet. Parole du Monde, vous le savez, c'est quand vous voulez, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur publicsena.fr. À bientôt. Il incarne à lui seul un peuple, celui des Antilles, une souffrance tue et même cachée à qui il a donné un visage. Aimé Césaire s'est battu contre le racisme avec des poèmes et des pièces de théâtre, contre le colonialisme avec un concept, celui de la négritude. Il s'est aussi engagé en politique pour faire bouger les choses. Que nous a-t-il légué? Comment les Antilles d'aujourd'hui vivent-elles avec son héritage? C'est le thème du docu-débat de la semaine, intitulé Papa Césaire. Élise Lucet présente le débat, dimanche à 10h sur Public Sénat. Parole du Monde
semé à l'heure du mondial. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot, émission spéciale autour du ballon rond, de l'Afrique et de l'Afrique du Sud, avec un programme chargé. Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, nous décortiquera les enjeux géopolitiques de cette rencontre sportive. Une rencontre également avec Anouar Benmalek, écrivain algérien, auteur de la nouvelle appelée Le Penalty, et puis un débat sur l'Afrique du Sud. Parole du Monde, c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale. Ce soir à 23h sur Public Sénat.